Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec SMAC Assurance, qui est aujourd'hui leader de l'assurance des collectivités. En complément de ces contrats d'assurance, elle développe toute une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. Et elle parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle d'aujourd'hui, consacrée au titre fonctionnaire sur emploi fonctionnel, quelle protection dès l'approche des municipales. Cette webconférence a lieu en partenariat avec le syndicat national des directeurs généraux des collectivités, une organisation professionnelle bien connue qui regroupe des dirigeants de collectivités territoriales, de PCI et d'établissements publics, que ce soit DGS, DGA, avec environ 4000 adhérents, dont plus de 3000 en activité. Alors pourquoi ce sujet? Les DGS et les DGA, logiquement situés à l'interface des sphères politiques et administratives, doivent en période préélectorale envisager un éventuel changement de majorité municipale, voire un changement de casting, voulu par le titre municipal si elle est reconduite. En d'autres termes, ces cadres territoriaux doivent anticiper d'éventuels bouleversements en maîtrisant le mieux possible les règles applicables à cette situation particulière que constitue la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Mais l'anticipation consiste aussi à être d'une grande prudence dans la période préélectorale. Alors, quelle prudence adopter en ce qui concerne aussi bien l'exercice des missions et la continuité du service public que pour l'expression de ses opinions ou de ses convictions? Quels exemples? Quelles pistes de solutions? Si la fin de détachement sur un emploi fonctionnel s'apparente à une mobilité forcée qui ne peut trouver sa solution que dans la construction de la carrière professionnelle, la maîtrise du cadre juridique, la compréhension de cette pratique sont également indispensables pour organiser l'action. Dans tous les cas, la finalité reste la même. Comment poursuivre sa carrière alors qu'une fin de détachement vient la percuter? Deux intervenants pour en parler. L'un opérationnel, mais aussi expert du sujet. L'autre expert du sujet, mais ayant connu l'opérationnel. Jean-François Maisonneuve, vous intervenez comme membre du Bureau national du syndicat des DG, DGA des collectivités. Conseil juridique et contentieux, c'est la partie dont vous occupez plus particulièrement, mais vous êtes également directeur général des services d'Orvo, après avoir été DGS ou DGA de diverses collectivités, donc une interco, je crois, juste dans votre poste précédent. Vous avez, pour le syndicat, coécrit avec Hélène Billet, un vadémécum portant sur la fin du détachement, et qu'on pourra retrouver sur le site, du syndicat, bien sûr, et qu'on pourra retrouver lié à cette webconférence qui sera mise en ligne après. Samuel Diaz, vous êtes avocat au barreau de Nîmes, associé gérant au cabinet Goutal Alibert et associé. Vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Vous êtes maître de conférence associé à l'Université de Nîmes et vous avez été directeur général DGA, directeur général du Conseil général du Gard, après avoir exercé également des fonctions de directeur de cabinet. Et vous êtes membre du comité scientifique de l'association des juristes territoriaux des collectivités territoriales, dont vous avez été, je crois, président à une époque. Et moi, je m'appelle Luc Péridel, je suis journaliste, coach et médiateur. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre au cours de leur présentation. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole, en commençant par vous, Jean-François Maisonneuve. Se protéger veut dire qu'il y a un risque. De quel risque parle-t-on exactement et quand se protéger? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre collectivement. Mais avant tout se pose la question de pourquoi la fin du détachement sur emploi fonctionnel. Il semblerait que, alors que la fin du détachement devait être motivée par des faits, elle est aussi souvent par un contexte. Je vous laisse la parole. Eh bien, c'est tout à fait juste et je commencerai par une définition des causes du fin de détachement sur emploi fonctionnel qui est tirée de la jurisprudence du Conseil d'État. Je l'avais résumé ainsi, pour être légal, la fin du détachement sur l'emploi fonctionnel, avant son terme normal, doit être motivée, elle doit reposer sur des faits matériellement exacts qui peuvent être de nature à entraîner une perte de confiance. Et cette perte de confiance porte atteinte au bon fonctionnement du service public et dès lors, la fin du détachement est légale. On peut se satisfaire de ce principe qui est conforme au droit et pour autant, ça présente beaucoup d'inconvénients. Parce qu'on voit bien qu'en parlant comme ça, on fait peser l'ensemble de la responsabilité de la décision sur le seul fonctionnaire dont le détachement est interrompu, alors que, comme vous venez de le dire, le contexte compte beaucoup dans la décision. Et ça n'apparaît pas, du moins pas d'une manière très claire dans les décisions. Et puis,
il n'y a pas que la perte de confiance. Un fonctionnaire malade pour longtemps peut se voir mis en situation de fin de détachement sur emploi fonctionnel. Un autre cas, un fonctionnaire qui se fait agresser par un adjoint au maire condamné par le tribunal correctionnel se voit mettre en situation de fin de détachement parce que ce conflit est de nature à porter atteinte à la bonne ambiance interne de la collectivité. Donc, si juridiquement l'exigence de motivation est satisfaisante, dans les faits, c'est en réalité un pouce au crime. L'élu ou ceux qui le conseillent, se sentant obligés pour donner un cadre légal à la décision de charger la barque, souvent au-delà du raisonnable, et ce faisant, c'est autant de freins à la mobilité, autant de freins à la capacité du fonctionnaire à quitter la collectivité, et tout le monde est perdant. Alors, revenons quand même, si vous voulez, à la perte de confiance. Oui, c'est un motif recevable parce que parfois, nos collègues, nous-mêmes, pouvons poser des actes qui portent atteinte à cette relation de confiance. Il est logique que l'élu en tire des conséquences. Mais si on regarde la jurisprudence sur les cas dans lesquels le Conseil d'État ou les cours administratives d'appel ont admis la légalité d'une décision, on compte sur les doigts sur lesquels il manquerait des doigts, les cas dans lesquels il y a une erreur manifeste d'appréciation. Donc on voit bien qu'il faut aller chercher ailleurs les vraies raisons. Les vraies raisons ne sont pas toutes inavouables. Beaucoup, en fait, renvoient au contexte. Il y a, vous évoquiez le changement, le casting, le changement d'équipe. Eh bien oui, on change d'équipe, on change d'exécutif, on veut changer de directeur général, voire de toute l'équipe de direction. Donner un nouveau souffle, marquer un changement de génération à la tête des services, et puis peut-être reprocher une trop grande longévité aux fonctionnaires. Il est là depuis 15 ans, il est là depuis 20 ans. Il ne peut plus évoluer, du moins c'est ce qu'on pense. Et pour toutes ces raisons, on met fin à son détachement. Et puis, on tient compte aussi d'observations qui renvoient aux relations des uns et des autres. Et le fonctionnaire n'est pas nécessairement le coupable par excellence d'une situation dans laquelle les rapports peuvent être tendus, soit avec des élus, soit avec des cadres. Et on voit bien qu'à un moment donné, c'est bien dans l'ensemble, auprès de l'ensemble des acteurs de la collectivité, qu'il faut aller chercher les vraies raisons de la fin du détachement. Et dans les arrêtés de fin de détachement qu'il m'arrive de voir, et j'en vois beaucoup et trop, je ne vois jamais de considérant qui soit exprimé avec ce souci de la vérité et qui renvoie au contexte. Alors, on peut se demander, est-ce que dans les causes, le rapport aux politiques? Le rapport aux politiques est une vraie cause. Et là, on est un peu en pas assez ou on est en trop. Trop au sens trop proche ou pas assez proche. Est-ce que quand on est directeur général, est-ce que quand on est directeur général adjoint, on doit intervenir dans la sphère politique? Eh bien, oui, mais avec prudence. Je ne connais pas d'élus, maire ou président, qui ne souhaitent pas être réélus, du moins quand c'est au moins leur premier mandat. Et un directeur général ou son adjoint qui oublierait ça aurait de fortes chances d'avoir des problèmes dans sa carrière. Je ne connais pas d'autorité territoriale qui attendent de leur directeur général qui ou elle soit simplement monsieur ou madame non. Monsieur ou madame non qui va aller chercher plutôt les contraintes pourquoi on ne peut pas faire ou les difficultés. En fait, ce qu'attend l'exécutif, c'est que le cadre soit conscient des difficultés, bien sûr, mais soit un facilitateur et un acteur qui va chercher à les résoudre. Et la dimension politique, c'est ça aussi. C'est mettre en œuvre le projet de ceux qui ont été élus. Donc, oui, quand on est directeur général ou directeur général adjoint ou sur emploi fonctionnel dans un métier technique, il faut avoir le souci de la dimension politique. Elle est inhérente à la fonction. On intervient quand on est cadre avant la décision, propose, on donne des conseils, on développe une expertise. On intervient en amont et en aval, mais on n'intervient pas à la place de l'élu. On participe à l'élaboration du projet, à son évaluation, on le met en œuvre, mais on ne décide pas à la place. Si on n'a pas présent à l'esprit cette règle extrêmement simple, on court de grands risques. Il y a un internaute qui nous fait remarquer que, d'ailleurs, c'était l'objet d'une autre webconférence, que en filigrane, ça pose la question de la véritable place et du pouvoir de chef de l'administration du DE. C'est tout à fait juste. Voilà. Qui est un vrai sujet du syndicat, d'ailleurs. Ce fut un sujet que nous avons essayé de traiter d'un point de vue juridique.
c'est très difficile de cadrer juridiquement une réalité qui est à géométrie variable dans la mesure où le curseur de variation, c'est justement la relation de confiance, et que s'il y a bien quelque chose qui ne se décrète pas, c'est la relation de confiance. Pour autant, mais je ne voudrais pas empiéter sur Maître Dias, les juridictions reconnaissent des responsabilités de fait aux directeurs généraux en les condamnant éventuellement. Enfin, ça, c'est pas mon sujet. Alors, je propose que nous passions sur la partie protection Alors, risque et vigilance. Se protéger, bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, c'est se protéger à l'approche des municipales. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si on attend le 1er septembre 2019 pour se protéger en fonction des élections du mois de mars 2020, on est politiquement mort ou professionnellement mort. Je suis absolument politiquement n'étant pas un gros mot en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut se protéger en tout temps. Et pour se protéger en tout temps, j'aurais distingué plusieurs points. Tout d'abord, priorité permanente, agir sur sa manière d'être. Je ne vous lirai pas la charte de déontologie du directeur général que le syndicat a produit en 1997. Parce que une autre fois peut-être. Voilà, c'est ça. Mais elle pourra être disponible, jointe, si vous le voulez bien. On a travaillé au niveau du syndicat à plusieurs sur ce document qui est ancien, qui reste d'actualité. 2 préalables et 6 devoirs. Les 2 préalables, respecter la légitimité démocratique de l'élu, ça paraît évident, mais il faut le rappeler, c'est un postulat. Et puis, respect de l'état de droit. Nous sommes dans un état avec des règles et un fonctionnaire d'autorité se doit d'agir en fonction de la légalité et de l'exigence de la légalité. Ça aussi, c'est évident, mais c'est aussi un postulat. Et les 6 devoirs, certains recouvrent les obligations des fonctionnaires et d'autres sont un peu plus originaux. Je ne vais faire que les citer. Le devoir de loyauté, on voit bien, mais ce n'est pas le conformisme, et ce n'est pas aller coller les affiches pendant la campagne électorale. Le devoir de probité, ça va de soi. Le devoir de discrétion, c'est simple. Le devoir de clarté, celui-là, il n'existe pas dans les textes. C'est être capable d'exprimer clairement les choses pour que l'élu puisse prendre clairement sa décision, et on attache à ça les mots de transparence aussi. Le devoir de direction, un cadre qui n'assume pas ses responsabilités et qui est toujours à la remorque de son élu pour aller lui demander « j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ?» il n'assume pas son devoir de direction. Et le devoir de service public, eh bien, c'est le devoir de garantir la continuité du service public avant et après les élections, mais on pourrait y revenir. Agir donc sur sa manière d'être et puis organiser sa vigilance. Organiser sa vigilance, c'est comment je peux qualifier ma relation à l'autorité territoriale, à l'ensemble de l'exécutif, au cadre de ma collectivité, et finalement, pourquoi pas, une grille d'auto-évaluation. Est-ce que je vois souvent mon maire ou mon président? De quoi parlons-nous? Est-ce que je suis présent dans les réunions stratégiques ou pas? Est-ce que j'ai une capacité à m'exprimer plus ou moins librement? Est-ce que je suis en situation de crainte? Si on a une vraie relation de confiance, on doit être capable de dire, ben là, monsieur le maire, monsieur le président, ou madame la maire ou madame la présidente, je pense que c'est une erreur, parce que si on n'est pas capable de dire ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut s'auto-évaluer régulièrement. Et puis, quand on s'auto-évalue, eh bien, si on a une grille, si on a un outil, ne restons pas seuls. Il faut pouvoir partager. Et partager, pas nécessairement avec l'équipe d'encadrement interne à la collectivité, mais partager avec les collègues, en priorité les membres du syndicat national des directeurs généraux. Non pas qu'il ne faille pas parler avec ses collègues internes à la collectivité, mais parfois, l'évaluation de ma situation professionnelle passe par l'évaluation de ma relation avec ces personnes. Et pour avoir un regard distancié, peut-être pas impliqué dans la collectivité, un tiers extérieur est une chance. Donc, ne pas hésiter à échanger avec ses pairs. Et puis, les 2 derniers conseils, il faut avoir le courage d'affronter la réalité. S'il y a des indices d'altération de la relation de confiance, il faut en tirer des conséquences, il faut aller vers l'autorité territoriale, il faut lui demander si oui ou non on a un problème, et si oui, eh bien, il faut le traiter. La tête dans le sable, la politique de l'autruche, c'est on ne peut plus dangereux. Quand on se réveille et quand on se rend compte, il est trop tard. Et puis, vous l'avez dit au début, il faut connaître le droit. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre par cœur le vade-mecum sur la fin de détachement sur emploi fonctionnel, mais on est obligé de l'avoir sur sa table de chevet, ou du moins d'avoir un lien vers le syndicat pour le trouver. Parce que affronter une situation difficile sans avoir la conscience des règles de droit,
c'est suicidaire professionnellement. Et malheureusement, ça arrive. Alors, rentrons dans la période un peu plus proche. Maintenant, aujourd'hui, pré-électorale. Bah, là, on continue à faire tout ce que je viens de dire. Et puis là, on joue la prudence. La prudence, peut-être que certains diront que j'enfonce des portes ouvertes, et probablement. Et pour autant, eh ben, j'ai envie de le dire, parce que je crois qu'en période préélectorale, premier devoir du cadre supérieur, respecter scrupuleusement les droits à l'information de tous les élus et de tous les citoyens. Ce qui est une vraie difficulté. Surtout quand dans une même majorité, on sent deux listes qui vont émerger. Et alors, les services vont-ils être sollicités pour fournir des renseignements? Probablement. Si ce sont des renseignements qui sont communicables, qui ont été vus en assemblée municipale, en commission, il n'y a aucun souci. Mais on ne fabrique pas la campagne électorale. Donc, prudence, on répond aux sollicitations administratives, techniques, mais on ne participe pas à la campagne électorale. Alors là, j'ai une question toute directe sur ce sujet-là. D'ailleurs, je vais vous poser à tous les deux. C'est quelqu'un qui nous dit, je suis en qualité de DG ou de DGA, DGA en l'occurrence, quelle attitude tenir en cas de prise de contact informelle d'un candidat aux prochaines municipales qui souhaiterait prendre le pouls de l'administration? Déjeuner, sous forme de déjeuner, etc. Quelle attitude adopter? Alors, moi, je suis un peu partagé là-dessus. A priori, c'est non. Parce que c'est extrêmement contre-productif. Ça peut être très mal interprété, et par la personne qui invite, et par ceux qui sauront que cette invitation a eu lieu. Et pour autant, si on connaît l'élu, c'est difficile de refuser de discuter. Donc, l'élu ou le candidat. Oui, mais là je raisonne élu. Si c'est un candidat qui n'est pas élu, là c'est non. Mais c'est le cas. Eh bien, dans ces cas-là, il ne faut pas y aller. Ce sera forcément mal interprété. Et peut-être même par le candidat lui-même. Prudence. Quand vous serez élu, si vous êtes élu, nous parlerons. Vraiment, là, le cas précis que j'ai en tête, mais voilà. Par rapport à... Oui, moi je rejoins parfaitement Jean-François Maisonneuve. On est là sur un devoir de prudence maximale. Là, on a affaire à, non pas un élu de la collectivité, mais on a affaire à quelqu'un qui souhaiterait être élu. Là aussi, je vais enfoncer une porte ouverte, mais dire que nous vivons aujourd'hui dans le règne des apparences, c'est une réalité, et par voie de conséquence, on ne sait pas qui pourra voir éventuellement ce repas, qui pourra se dire, mais tiens, j'ai vu le directeur général parler avec celui qui va tirer la liste 2, et évitons-nous ce genre de difficultés dans des circonstances qui déjà sont assez sensibles pour ne pas en rajouter. Exactement. Cette question montre le besoin d'information qui est nécessaire, parce qu'elle était suivie d'une question que je formule, mais je veux dire, on n'est pas là véritablement pour répondre. Quel risque si on refuse cette invitation? Voilà, là, c'est plus quelqu'un qui réfléchit peut-être à sa carrière. Bien sûr. Voilà, donc c'est autre chose. Voilà. Je crois qu'on peut s'expliquer là-dessus. Voilà. Assez simplement. Bon. Je vous en prie, quoi. Alors donc, les élections ont eu lieu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? Projetons-nous. On cherche les petites annonces pour trouver un nouvel emploi? Non, enfin ça peut arriver. Non, il y a d'autres choses à faire avant quand même. Je disais tout à l'heure que la relation de confiance ne se décrète pas, elle se construit. C'est vraiment, là encore, le postulat. Mais construire une relation de confiance, ça implique d'être deux à vouloir la construire. Donc, une fois les élections passées, on rencontre l'autorité territoriale et on propose la question à risque. Madame, monsieur, pensez-vous, souhaitez-vous que nous puissions travailler ensemble? Vous savez que la loi vous autorise à ne pas prolonger mon détachement moyennant un certain nombre de conditions. J'aimerais que nous puissions discuter de notre capacité à travailler ensemble. Surtout quand il y a eu une alternance, voire même quand il y a simplement eu un changement de casting au sein d'une même majorité, parfois c'est même pire. Donc, première chose à faire, 2 jours après l'élection, ce n'est pas la peine d'attendre. Si l'élu a déjà d'entrée de jeu décidé que non, il ne travaillera pas avec la personne, il ne sert à rien d'attendre l'expiration du délai de 6 mois pour exposer la question. De toute façon, on s'en rendra compte bien avant. Donc, clarifier les choses là-dessus. Et puis, je parlais du délai de 6 mois. Jusqu'à la loi du 6 août, le délai de 6 mois, c'était une vue d'esprit. Ouais. Ça avait été voulu comme une période probatoire pour voir si on pouvait travailler ensemble. Là, je cite des cartes à Banou à l'Assemblée nationale, j'ai cherché dans mes archives. En réalité, le Conseil d'État a dénaturé
en ne portant son contrôle que sur la date à laquelle la décision de fin de détachement était prise. Je connais un cas dans le sud de la France où le fonctionnaire a été purement et simplement privé de l'exercice de ses fonctions pendant le délai de 6 mois, et le Conseil d'État n'a rien trouvé à dire à ça, constatant simplement que la date de la fin de détachement, la date de l'arrêté, était conforme à l'exigence du délai de 6 mois. Donc le délai de 6 mois, illusion. Par contre, le nouveau délai de 6 mois, de placardisation, voilà, depuis le 6 août, ça devient intéressant. Ce n'est pas encore parfait, mais on progresse. Donc, tout de suite après les élections, on pose des questions. Et deuxième souci, il faut avoir une démarche de préparation de la mise en place de l'Assemblée et de l'organisation, et une démarche de clarification, information sur les services, les missions, les activités, les moyens, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui se passe moins bien, les points forts, les points faibles, les atouts, les risques, les bilans, et puis les actions qui pourront être conduites. Montrer que on pilote et on participe activement au pilotage de sa collectivité, qu'on est un professionnel impliqué dans la collectivité, capable de travailler avec les élus pour mettre en œuvre leurs projets. Voilà, quelques conseils après les élections. Vivre l'événement, poursuivre sa carrière. Là, on rentre dans quelque chose de plus personnel, peut-être. Voilà. Ben là, il y a deux choses à faire. Premièrement, alors c'est très facile à dire, éviter le drame personnel. C'est beaucoup plus difficile à accepter. Je gère le contentieux de notre syndicat depuis plus de 13 ans maintenant. Le nombre de collègues en difficulté dépasse plusieurs centaines. Le nombre de drames personnels est suffisamment élevé pour qu'on se préoccupe de la question. L'idéal est de considérer que cet accident de carrière est un accident de carrière qui peut arriver, donc s'y préparer, et ne pas se culpabiliser parce que ça arrive. Éviter le drame, c'est ça. Et la meilleure manière pour éviter le drame, c'est préparer l'avenir. C'est travailler à sa propre mobilité. Travailler à retrouver un cadre professionnel dans lequel je vais pouvoir exercer mes missions. La fin de détachement peut être un fait inéluctable à un moment donné, quand on le sait, et la perte de la qualité de DG et de DGA devient aussi inéluctable. Il y a un avenir après l'emploi fonctionnel. Le cadre de la fonction publique, c'est quelque chose d'important. Les générations qui nous ont précédés, voire un peu la mienne, ont vécu avec l'idée qu'on était inamovible et que c'était pour toute la carrière. Alors, je n'ai fait que des emplois fonctionnels dans toute ma carrière, donc je suis un peu mal placé pour dire ce que je vais dire, mais pour autant, il y a d'autres solutions que l'emploi fonctionnel et on peut y trouver des satisfactions. Il y a des outils d'accompagnement, et puis ce que vous disiez peut-être tout à l'heure aussi sur le fait de rester en lien avec ses pairs. Voilà, oui, exactement. Et là, la deuxième priorité, quand on est en phase de vivre l'événement, c'est de connaître le statut. Je ne répète pas ce que je viens de dire tout à l'heure sur le vade-mecum et sur le droit, mais là encore, c'est important. Et puis, sur la manière d'être, il faut convaincre. Il est vain de vouloir contraindre. Ce n'est pas un tribunal qui restituera les fonctions aux fonctionnaires. Il faut préparer sa mobilité, et la préparation de la mobilité, ça se négocie. Et là, la place est à la négociation, la place est à la conciliation, et certainement pas au contentieux, sauf dans les cas extrêmes, où de très mauvaises manières de mettre en œuvre la procédure sont attentatoires aux droits élémentaires de la personne et du fonctionnaire, et donc cause d'une illégalité flagrante. Alors, je vais ouvrir un petit parenthèse sur notre syndicat professionnel. Il est organisé notamment au sein d'une vice-présidence nationale qui est dédiée aux coopérations professionnelles. C'est Hélène Guillet, directrice générale des services à Vertou, en Loire-Atlantique, qui en est responsable en qualité de vice-présidente du syndicat. Et nous avons développé avec elle 4 axes complémentaires pour structurer notre action. La solidarité professionnelle, qui est un réseau national de conciliation, de négociation, et c'est Hervé Ravel, le directeur général de Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée, qui le pilote. Le conseil juridique, le contentieux, les relations avec la SMAC, ben ça c'est mon travail. Les trajectoires professionnelles
Comment faire pour organiser sa carrière, vivre sa mobilité et travailler avec des partenaires pour favoriser cette mobilité dans un contexte où autant d'employeurs que de collectivités, ça ne facilite pas les choses. Et là, c'est Yvan Réjon, qui est directeur général à Pessac en Gironde, qui pilote cet axe. Et un autre axe qui est en devenir, maintenir, renforcer, formaliser les réseaux locaux avec les partenaires, les centres de gestion, les associations des maires. Et là, c'est Yann Richard qui est directeur de service à la mairie de Ploërmel dans le Morbihan. On avait une question d'un internaute que vous venez, je signale à l'internaute que vous venez d'y répondre, puisqu'il me demandait comment le syndicat peut-il aider ses adhérents. Eh bien, en mobilisant ces 4 axes Voilà. et en travaillant à la mobilité. Négocier les conditions de la mobilité au moment des dispositions de la loi du 6 août, hein, qui permet, le cas échéant, le texte de la loi était un peu écrit par le syndicat, mais on n'avait pas mis le cas échéant. Et on souhaitait que ce soit assez systématique. Bon, il y a un progrès. On voit quand même bien que le législateur encourage les élus à travailler avec nous pour favoriser la mobilité. Donc, réjouissons-nous. Ces délais de 6 mois, une forme de préavis pour préparer la mobilité, mobiliser les moyens. Et puis, nous sommes quand même satisfaits de voir que nos projets de protocole, nos habitudes de protocole deviennent quelque chose de légal. Autrement dit, d'un engagement qui n'était que moral, on devient quelque chose qui peut être contractuel. C'est une forme de nouveauté dans le droit de la fonction publique. J'avoue, je serais curieux de voir ce que les juges en diront plus tard. Mais je vous propose que nous continuions assez rapidement à la fin de votre intervention pour pouvoir parce qu'il y a de nombreuses questions qui arrivent et je voudrais vous donner la parole aussi à... L'enjeu de la négociation de la conciliation, c'est bien la mobilité. D'autant plus que si on peut se réjouir de l'article sur le protocole, on ne peut que déplorer l'article 97, modifié par l'article, je ne sais plus lequel de la loi du 6 août, l'article 97 dans la loi de 84, sur la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. On nous met en place une contrainte extrêmement forte financière, 10% de traitement de base en moins par an, et au bout de la 11e année, c'est le licenciement, pur et simple. Si je voulais faire simple, on punit tout le monde. Qu'on punisse celles et ceux qui ne cherchent pas d'emploi, c'est normal. Qu'on punisse celles et ceux qui sont victimes, soit de leur âge, soit de leur ancienneté, soit de leur coût salarial, soit de je ne sais quoi, et qui activement cherchent des emplois et n'en trouvent pas, c'est quand même extrêmement rude. Fin de débat, je ne souhaite pas polémiquer, la loi est là. Ça renforce notre ardente obligation à travailler à la mobilité. Alors, je vous propose qu'on pose une question aux internautes simplement pour avoir leur avis sur le sujet. Pour une information, est-ce que la question est simple? Savez-vous que la fin du détachement sur emploi fonctionnel est assurable? Vous répondez par oui ou par non. Et je rassure les internautes qui nous posent des questions, nous allons les poser à nos intervenants, mais nous terminons l'intervention de M. Maisonneuve. Alors, avec la partie risque assurable. Peut-on s'assurer? Oui et non. Si l'assurance, c'est pour éviter le sinistre, ça n'existe pas. Si l'assurance, c'est pour indemniser quand il y a un sinistre, là, du coup, oui, nous pouvons nous assurer. Alors, pour ça, quart d'heure publicitaire, il faut adhérer au syndicat national des directeurs généraux, puisque dans la cotisation, il y a la prime d'assurance. Donc, réponse à l'une des questions, le syndicat national accompagne également les DGS et les non-adhérents? Non, adhérer au syndicat. Le syndicat accompagne les non-adhérents par du conseil. D'accord, très bien. Quand même. On est un peu tous dans la même famille. Hein. L'assurance est réservée aux adhérents. Très bien. Et nous sommes assurés pour la responsabilité personnelle dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, la défense, la protection juridique. La SMAC participe alors au financement d'une partie des honoraires et nous engageons des contentieux quand les contentieux sont gagnables et utiles. Ils peuvent être gagnables et inutiles ou perdus d'avance. Inutile de gaspiller l'argent des cotisations. Et puis, en cas de fin de détachement sur emploi fonctionnel, à l'initiative de l'autorité territoriale, la SMAC verse une indemnité forfaitaire de 1 500 €. Et s'il y a pendant la période de surnombre qui suit, donc en absence de reclassement, une mutation, pendant la période de surnombre, on peut percevoir jusqu'à 1 100 € par mois, plafonné. Ça représente 75% des pertes de régime indemnitaire mensuel.
Voilà comment nous pouvons nous assurer. Et puis, je vous avais proposé un tableau de chiffres sur la sinistralité et mon activité au sein du contentieux. Qui s'affiche devant. Qui s'affiche, je crois que ça se passe de commentaires. C'est le bilan, avril 2014, août 2019, 535 sollicitations, dont 68 ont donné lieu à l'engagement d'une procédure au titre de la protection juridique et 135 une indemnisation au titre de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Alors, ce que je vous propose que nous fassions, c'est que d'abord, on va donner les résultats du court sondage que nous avons fait, et qui nous dit quand même que 67% des personnes ne savaient pas que la fin de détachement sur emploi fonctionnel était assurable. Donc, alors là, il faut aller sur sndgct.fr. D'où l'utilité, un peu de pub. Voilà. Oui. Mais non, mais vous avez raison. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées, mais qui sont des questions qui, à mon avis, sont intéressantes parce qu'elles vous concernent tous les deux. Donc, je pense qu'on les posera en cours d'intervention. D'abord, on va vous remercier. On vous remerciera plus longuement à la fin. En passant la parole à Samuel Dienst, d'abord peut-être 2 mots sur le cabinet, et puis ensuite commencer par la période je dirais, préélectorale, qui est le début du sujet. Je précise enfin aux internautes que 2 slides qui retrouveront ensuite quand ils auront la visioconférence résument les propos de M. Maisonneuve et que nous sommes passés un petit peu rapidement sur ces slides qui reprennent simplement ces propos. Samuel. Merci Hugues, merci Jean-François. Alors sur le cabinet, très rapidement, dire que notre cœur de métier, c'est le droit public, et donc on ne fait que du droit public, avec 6 bureaux répartis en France aujourd'hui pour une trentaine d'avocats, et avec notamment un pôle fonction publique qui est aujourd'hui en plein essor, à la fois en raison de la période qui s'annonce, évidemment, mais aussi et surtout en raison de la grande difficulté parfois devant laquelle les collectivités peuvent se trouver pour la simple, entre guillemets bien sûr, mise en œuvre des modifications législatives, réglementaires, dont notamment celle qui s'annonce avec la loi du 6 août, sur laquelle on a déjà échangé et sur laquelle très probablement on reviendra. Alors sur la question d'abord de la période préélectorale, moi j'insisterai sur l'un des 6 principes que Jean-François a indiqué tout à l'heure, qui est le principe de loyauté. Ce principe de loyauté, le juge, lui donne une consistance, parce que c'est un principe qui n'est écrit nulle part, en tout cas de manière globale et générale pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est plus un principe que je qualifie moi de principe coquille, et qui va être nourri par un certain nombre d'obligations qui, elles, sont des obligations déontologiques applicables à tous les agents publics. Alors, il y a évidemment la question de l'obéissance hiérarchique et la question de la neutralité qui s'impose à un emploi fonctionnel comme à n'importe quel autre agent, mais avec, et là je rejoins ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure, une relativité certaine du fait de la position particulière d'un directeur général des services ou d'un directeur général adjoint. Sur la question, et on le verra tout à l'heure, de l'obéissance, on verra qu'il faut garder ça en tête parce que parfois, on va prendre motif d'un refus d'obéissance de la part d'un directeur général pour des motifs qui peuvent être parfaitement légitimes pour expliquer que finalement, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, gardons bien ces 2 obligations-là, elles sont extrêmement importantes, mais on a préféré peut-être faire un focus plus précis sur la réserve. Et donc, vous avez une définition qui vaut ce qu'elle vaut parce que l'obligation de réserve à ce titre particulier par rapport à d'autres obligations déontologiques, c'est qu'elle n'est pas écrite de manière générale dans la loi de 83. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de l'avant-projet de loi de Marie-Lise Lebranchu, qui est devenue la loi du 20 avril 2016. Et puis, dans le cadre des échanges et des débats parlementaires, la définition et l'obligation a disparu. Il n'empêche que, en tout cas du point de vue juridique, cette définition qui était proposée dans l'avant-projet était tout à fait pertinente parce qu'elle met l'accent sur le fait que l'obligation de réserve est une obligation relative. Elle va avoir une application très différente selon, et vous avez les critères que le juge utilise juste en dessous, évidemment le niveau hiérarchique, et par définition le directeur général ou le directeur généraux adjoints sont évidemment tenus à une obligation renforcée de réserve, la nature des fonctions, le caractère plus ou moins public de l'expression, et puis un point sur lequel il faut faire là aussi extrêmement attention, le caractère plus ou moins exagéré de l'expression. Tous ces critères sont repris par la jurisprudence, et je vais vous en donner quelques exemples, mais j'insisterai surtout sur une zone de risque qui, pour nous, est extrêmement quotidienne dans les dossiers disciplinaires que nous voyons.
pas uniquement sur les questions liées aux fins de détachement sur emploi fonctionnel, mais aux questions disciplinaires en général. Très clairement, l'utilisation des réseaux sociaux, qu'ils soient personnels ou professionnels, sont véritablement des zones de risque majeures. On n'a pas l'impression que l'on se trouve en situation de danger parce qu'on va s'exprimer à titre personnel de chez soi sur son profil perso, alors qu'en fait, on est en train de dire des monstruosités qu'à aucun moment on aurait eu l'idée d'écrire ou de déclamer ou de proclamer à l'extérieur, je viens de dire, comme on le faisait dans les années 70 ou 80. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que le support ne crée pas les conditions d'une transgression facilitée de l'obligation de réserve. Alors, cette obligation, juste 2-3 illustrations. D'abord, peut-être une première décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2019, donc assez récente, sur le dénigrement de sa structure. Voilà, on va aller sur un réseau social professionnel, hein, donc je dirai le nom, mais on voit tout de suite duquel il s'agit. Et puis, on va dire qu'on est prêt à envisager d'autres éléments de carrière professionnelle, parce que la collectivité dans laquelle on se trouve, vraiment, c'est pas terrible. Voilà. On essaie de se mettre en valeur, en fait, on se met en grande difficulté par rapport à son employeur. Idem avec le dénigrement de la qualité du service et du fait qu'on considère qu'il n'y a pas suffisamment de moyens nous permettant de. Ça, c'est une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2017. Et puis, on a quelques illustrations de collègues, alors pour moi d'anciens collègues, qui n'hésitent pas, hein, qui vont aller très clairement sur la conduite d'une campagne électorale en sous-main. Alors, en sous-main jusqu'à ce qu'on les découvre. Hein, donc, le sous-main est assez rapidement éventé. Mais on a, voilà, par exemple, un secrétaire général de mairie qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller distribuer des prospectus de la liste adverse au maire sortant qui était de nouveaux candidats. Ça paraît tellement énorme qu'on se dit mais comment est-ce possible? Et la jurisprudence, là aussi, on n'a pas besoin d'inventer les exemples. Elle est suffisamment prolixe sur le sujet. C'est un plaisir de créer de la jurisprudence presque. À ce moment-là, je crois qu'il faut consulter. Voilà. Mais là, c'est plus le juriste qui pourra répondre. Alors voilà, on note voilà, un certain nombre de décisions qui appellent effectivement à cette prudence dans le cadre très particulier de la période préélectorale, mais ayant bien conscience que cette obligation de réserve, si elle est surexposée dans la période actuelle, elle est constante. Et de par la position institutionnelle d'un directeur général ou d'un directeur général adjoint, il faut avoir en permanence à l'esprit que c'est peut-être l'une des obligations sur lesquelles il faut être les plus attentifs. Alors, on a une question qui est un petit peu liée à la partie suivante où on va parler des contractuels, enfin des recrutements directs, et qui est liée également au devoir que vous listiez tout à l'heure et que vous venez de reprendre pour les cas des contractuels. C'est-à-dire, d'abord, peut-être une connaissance pas évidente, une culture pas évidente de ces devoirs, et la particularité du devoir de réserve. Donc la question, c'est en gros, est-ce qu'un contractuel est soumis également au devoir de réserve? Question. Et est-ce que derrière, de manière implicite, ce ne serait pas une bonne chose que quand des contractuels prennent des postes tels que cela, ils soient un peu plus informés de ces choses-là que des fonctionnaires qui sont en carrière depuis plus longtemps? C'est une question que je pose à vous deux. Alors, en 2 mots, oui et oui. C'est-à-dire que, bon, très bien. c'est-à-dire que oui, les agents contractuels sur emploi fonctionnel ou pas d'ailleurs sont astreints aux mêmes obligations déontologiques que les agents titulaires. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion, fort heureusement. Et sur la question de la formation, oui aussi. Et c'est d'ailleurs l'une des dispositions de la loi du 6 août 2019 qui essaie de tirer, je vais le dire comme je le pense, modestement, les conséquences de l'extension des recrutements directs sur emploi fonctionnel par l'abaissement du seuil à 40 000 habitants au titre de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et qui, en contrepartie, impose une formation aux agents qui entreraient en fonction par cette voie-là pour, grosso modo, pour ceux qui ne seraient pas déjà des territoriaux, sur l'environnement institutionnel, qu'est-ce qu'un service public territorial, qu'est-ce qu'une collectivité. Une sorte d'acculturation. Exactement, qui pourrait éviter un certain nombre de sorties de route assez rapides si on n'a pas la maîtrise véritablement de ce qu'est l'environnement institutionnel et politique territorial. Sur ce point, et la grande difficulté de cette formation, ça va être d'expliquer comment on organise la relation entre l'autorité territoriale et le directeur général, parce que, alors d'un point de vue juridique, c'est le désert absolu, hein, et d'un point de vue
observation de la réalité, c'est extrêmement variable. Donc, c'est pas une réalité qui est facile dans le cycle d'une formation et qui peut s'apprendre rapidement. Et je pense que quand on va venir en étant contractuel, là, il y a une vraie difficulté. D'accord. Mais je pense que dans la question, l'internaute avait peut-être en tête l'idée que puisque c'est un recrutement direct, il y a forcément une relation différente avec l'élu. Absolument. Et que la distinction, la proximité du pouvoir politique est telle que le devoir de réserve est forcément moins grand. Parce qu'on le présuppose adhérent aux options politiques. D'autres questions qui sont liées à vos propos. Hein. Peut-on établir un lien entre le devoir de réserve et l'obligation du code électoral tenant à la communication en période préélectorale? Oui, alors là, on est plutôt du côté du contentieux électoral où parfois, effectivement, on va trouver des situations dans lesquelles une prise de position forte, massive, en faveur ou en défaveur de tel ou tel candidat pourrait être considérée comme l'apport d'une aide illégale d'une collectivité à la campagne électorale dont il est question. Tout à fait. Une autre remarque que je cite, mais qui est plus liée aux propos que nous avions tout à l'heure, qui n'est pas une question en fait. Il est quand même regrettable que la définition des missions du DGS n'ait pas trouvé sa place dans la loi du 6 août. Parce que donc ça, voilà, je redis, nous avons évoqué rapidement ce sujet-là, mais je pense que ça mérite plusieurs webconférences sur ce sujet-là. Je vous propose que nous partions sur la partie recrutement direct. Alors voilà, ben, c'est aussi fait pour répondre à la question de notre internaute. Donc voilà les différentes issues. Donc pour le dire de manière très simple et très directe, pas d'application de l'article 53, on va le dire comme ça. On est sur une voie dérogatoire de recrutement, on est sur une voie dérogatoire de fin de mission sur emploi fonctionnel. Voilà, avec les petites modifications de la loi du 6 août sur les cas de recrutement direct qui sont étendus. Et la définition, ça c'est un point nouveau aussi, désormais les recrutements article 47 seront légalement définis comme étant des contrats à durée déterminée. Le Conseil d'État avait dit que c'était au choix finalement de l'autorité territoriale, on pouvait avoir un CDD comme un CDI. Donc voilà, la loi a tranché en indiquant que ces contrats étaient nécessairement désormais des contrats à durée déterminée. D'accord. Comme les directeurs de cabinet. Voilà, comme les directeurs, exactement. Deux petites questions qui touchent un peu à la négociation et à la fin. Une pour les contrats de recrutement direct. L'indemnité de licenciement peut être fixée par voie de transaction. Non, parce que les modalités de calcul sont fixées aujourd'hui par la loi. D'accord. Donc, on pourrait envisager une transaction qui serait peut-être plus favorable. Il y a un vieux principe qui consiste à dire que l'administration ne peut être condamnée ou ne peut s'engager à payer plus que ce qu'elle ne doit. Là, on serait clairement dans une hypothèse, à mon avis, de transaction, donc de contrat. La transaction est une forme de contrat, une transaction qui aurait un objet illicite. Alors, cette question m'est souvent posée, puisque avec l'article 53, on peut se retrouver en situation de licenciement. Et trop de nos collègues pensent qu'en fait, il y a une négociation. Alors, pour l'avoir pratiqué aussi, qu'on soit contractuel ou qu'on soit fonctionnaire, il y a pour moi zéro négociation. Très bien. Ça répond à une des questions sur, vous parlez de négociation, mais quelle est vraiment la marge de manœuvre d'une certaine manière. Sur l'indemnité de licenciement, il n'y en a pas. Alors, il y a une question qui m'a l'air très très longue, que je vais peut-être attendre pour vous la poser, et peut-être continuer sur la décharge de fonction elle-même. Alors, sur la décharge de fonction, je mets évidemment de côté l'hypothèse à laquelle, arrivant au terme du détachement, c'est l'agent lui-même qui décide de ne plus occuper à l'avenir. Et là, on est dans l'application du droit commun. Là, on est sur fin de détachement classique, droit commun. Les hypothèses à lesquelles on va se trouver pour notre sujet du jour, c'est le refus de renouveler le détachement. Donc là, on arrive à terme et on refuse de renouveler le détachement. Les hypothèses d'indisponibilité physique, voire de maladie que Jean-François a évoqué tout à l'heure, là vous avez une décision par exemple de la Cour administrative d'appel de Douai qui montre très clairement que l'état de santé de l'agent titulaire de ses fonctions de direction générale la rendait d'ailleurs inapte à l'accomplissement de ses missions et de par le positionnement institutionnel du directeur général, conduisait à une désorganisation et à une perturbation du fonctionnement de l'institution. Donc là, on est dans l'intérêt du service qui est révélé par la nécessité de se séparer d'un agent qui physiquement, et ça n'a rien à voir avec son expertise et ses compétences, mais qui physiquement ne pouvait assumer ses missions. Et puis on a le cas qui évidemment est le
le plus délicat, le terme anticipé au détachement sur emploi fonctionnel pour motif disciplinaire ou beaucoup plus fréquemment pour perte de confiance. Alors sur la perte de confiance, on va peut-être dire 2-3 mots parce que ça fait partie des points saillants du sujet du jour. La perte de confiance, elle fait directement écho à l'obligation de motivation. La fin de détachement sur l'emploi fonctionnel, lorsqu'on n'est pas sur la fin normale, donc lorsqu'on est sur une fin anticipée, c'est considéré en droit comme le retrait d'une décision créatrice de droit. Ce qui veut dire que c'est extrêmement difficile, par principe, de retirer une décision créatrice de droit et qu'il faut, dans tous les cas, motiver les raisons qui justifient une décision aussi lourde de conséquences. Dans cette situation-là, et peut-être pour éclairer un peu, donc le principe de la motivation est une vieille décision de 1995 que vous trouvez d'ailleurs dans le Val-des-Mécoms, du 13 octobre 1995 sur l'obligation de motivation de l'arrêté portant fin de détachement sur emploi fonctionnel. Et ce qu'il faut indiquer là-dessus, c'est que les juridictions ne se limitent pas aujourd'hui à l'utilisation de la perte de confiance comme d'un standard argumentatif. On va dire de manière très simple, il ne suffit pas de dire j'ai perdu confiance pour que cela suffise à justifier légalement le retrait des missions liées à l'emploi fonctionnel. Ça veut dire qu'il faut étayer, et ça c'est un point qui est extrêmement important, il faut étayer des éléments, des faits, des situations, des attestations, et là, toute dimension probatoire est possible pour pouvoir donner consistance à cette notion de perte de confiance. Alors peut-être quelques illustrations pour, là aussi, que nos internautes voient tout de suite de quoi il s'agit. Donc le refus d'une décision, d'une motivation standard, c'est une décision de 2005 du Conseil d'État, mais les juridictions du fond avaient déjà engagé cette logique-là depuis longtemps. Le simple changement de majorité ne suffit pas à justifier du retrait. Ça, c'est une décision de 2016 de la Cour administrative d'appel de Paris. En tout cas, pas en tant que tel. Peut-être que le changement de majorité qui révèle à l'expérience qu'on ne peut pas travailler ensemble pour X raisons, et là, on redevient sur une motivation classique. Mais le simple fait de dire, comme on est une nouvelle majorité, vous comprenez qu'on ne va plus pouvoir travailler avec vous, le juge a estimé que sur ce seul motif-là, le retrait était illégal. En revanche, bien sûr, quelques illustrations. Lorsque ce sont les déclarations même du directeur général au lendemain de l'installation de la nouvelle majorité qui indiquent qu'il aura énormément de difficultés à travailler avec la nouvelle équipe et qu'il est par ailleurs dans un manque de concertation et qu'il refuse de donner toutes les informations à la nouvelle équipe pour que celle-ci puisse normalement s'installer. On n'était même pas encore dans l'élection, dans la séance d'élection du maire de la commune. Le juge a estimé que oui, on pouvait légitimement penser qu'il y avait une perte de confiance. Alors Samuel, il nous reste 10 minutes. Oui. Et donc le temps passe très vite et beaucoup de questions. Donc, si je puis me permettre, quand même, le Conseil d'État ne nous a pas rendu service en exigeant de motiver la décision. Parce que ça donne tout de suite une tournure un peu disciplinaire. Je propose que nous ayons ce débat plus tard et que vous puissiez terminer votre propos parce que j'ai deux questions auxquelles je voudrais vraiment vous poser. Alors peut-être pour terminer et puis pour ensuite donner un peu plus de temps à la discussion, peut-être aller directement sur la diapo concernant la procédure. Parce que finalement, ce qui va garantir les droits de la personne, c'est d'avoir avant tout le respect de la procédure. Donc, obligation de justifier au fond, mais avec la relativité sur laquelle on reviendra, mais aussi le respect de la procédure. Là, on a deux éléments importants à avoir à l'esprit. D'abord, la question de la convocation. La question de la convocation, évidemment, indiquait le lieu, le jour et l'heure de l'entretien qui aura lieu par la suite. Il faut noter que le juge administratif a estimé qu'il n'y avait pas d'obligation pour l'autorité territoriale de mentionner les motifs de la décision qu'il comptait prendre. En revanche, il ne doit y avoir aucune ambiguïté quant à l'objet de l'entretien. On doit savoir pourquoi on y va. Voilà. Donc, on n'a pas un détail très précis des motifs qui nous seront, entre guillemets, reprochés. Il faut savoir qu'on y va pour rentrer dans une procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'on va le voir, ça garantit aussi un droit de la défense, qui est le droit de communication de son dossier et qui est le droit ensuite de pouvoir éventuellement présenter ses observations. Le deuxième élément important, c'est sur l'entretien lui-même.
Et ça, parfois, on a des autorités territoriales qui ont envie de déléguer, parce que c'est quand même difficile de dire à un collaborateur avec qui on a travaillé pendant des années, écoute, il va falloir que ça s'arrête là, et qui délègue cette mission-là à quelqu'un d'autre, à un agent ou à un autre élu. Là, le Conseil d'État est venu clairement indiquer, c'est une décision du 16 décembre 2013, que l'entretien doit être impérativement tenu par l'autorité territoriale. C'est-à-dire le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, le maire, le président de l'institution. C'est une de nos questions. Absolument. Là, il faut impérativement qu'il y ait l'autorité territoriale qui assure cet entretien. Sur maintenant le deuxième temps qui concerne l'information de l'Assemblée délibérante, qui est là aussi une formalité et que le juge a qualifié de formalité substantielle. Cette information de l'Assemblée délibérante, elle doit être réalisée, mais elle n'est enfermée dans aucune forme ou condition particulière. On n'a même pas besoin, alors après l'orgueil peut en prendre un coup dans une période qui est extrêmement pénible par ailleurs à vivre, mais on n'a même pas besoin de mentionner ce point-là à l'ordre du jour de la réunion. Ça peut être simplement un point fait en tout début, à la fin, quand on veut. On n'a pas l'obligation pour l'autorité territoriale d'engager une quelconque discussion sur le principe même de la décision qui sera prise. C'est vraiment information et derrière, ça déclenche le délai qui va conditionner la date d'effet de l'arrêté de fin de détachement sur emploi fonctionnel. Donc, être très, très précautionneux sur l'information de l'Assemblée, information obligatoire du CNFPT ou du centre de gestion en fonction du niveau hiérarchique et du grade de l'agent occupant l'emploi fonctionnel. Là, pour le coup, le juge estime qu'elle n'a pas la même nature, cette seconde obligation d'information. Elle est simplement faite pour préparer l'institution, soit le CNFPT, soit le centre de gestion, à éventuellement accueillir l'agent à terme. Et donc, ce que demande le juge, c'est que simplement elle soit réalisée au moment où l'arrêté va prendre son effet. Avant que vous terminiez et concluiez, deux questions. Une pour chacun, je dirais. La première sur le fait de motiver, donc on parlait tout à l'heure, le fait de motiver davantage ne risque-t-il pas de nuire à la suite de la carrière de l'agent? Complètement, complètement. Et je crois que c'est ce que disait Jean-François tout à l'heure en aparté, en disant que le juge n'a pas forcément rendu service aux agents en faisant ça. C'est qu'évidemment, comme on veut que notre décision passe, on charge exactement, on va charger la barque, et derrière, exactement, on pousse au crime. Et derrière, c'est vrai que c'est une vraie difficulté parfois, lorsque c'est fait de manière un peu agressive, ça peut effectivement être de nature à affecter la suite. Très brièvement quand même. Dans nos protocoles, nous essayons de faire de l'illégalité en recommandant de ne mettre que la perte de confiance, en sachant très bien que c'est illégal, avec un engagement du collègue à ne pas attaquer la décision pour motivation insuffisante. Ça ne vaut rien au niveau juridique, mais ça préserve l'avenir. Voilà. Bon, il nous reste 3-4 minutes, donc ça va être un exercice extrêmement compliqué. Une question, et puis après, je vous laisse terminer votre propos. Vous n'aurez pas pu tout dire, et j'en suis désolé. Une question de tendance, si je peux dire, est-ce qu'on doit anticiper une augmentation des cas de fin de détachement l'année prochaine, après les prochaines municipales? Oui. Oui, voilà. J'allais répondre à votre place, mais bon. Je vous laisse. Alors, on pose très rapidement la question. Voilà, et puis on terminera peut-être sur la réponse à la question. Les droits de défense vous semblent-ils correctement respectés dans la procédure de décharge de fonction? Vous répondez par oui ou par non en fonction des connaissances que vous avez du sujet. Et Samuel Albiens évoque ce sujet-là avant que nous concluions. Alors, sur ces droits de la défense, distinguons ce qui existe dans le principe et puis la réalité de la protection qui est assurée aux agents. Sur le papier, oui, les droits de la défense sont respectés. Droit à communication du dossier, droit à présenter ses observations, droit à être assisté, obligation de motivation. On est là dans le déploiement finalement des obligations assez classiques d'un agent vis-à-vis de sa collectivité. On a bien senti que ces droits de la défense étaient quand même dans un certain nombre de situations un petit peu formels, dans la mesure où il était assez facile de respecter la procédure sur le papier, mais sans véritablement faire de la période de 6 mois une véritable période de discussion, de test finalement de compatibilité. Et donc c'est vrai que si oui, formellement les droits de la défense sont respectés, dans la réalité, ça va vraiment dépendre de la position de l'agent, mais aussi et surtout de la position de la collectivité et de l'autorité territoriale. Et espérons qu'avec les modifications de la loi du 6 août 2019 sur le protocole d'accord qui peut être conclu et qui a été plus précisément déterminé dans la loi du 6 août, on arrive finalement à faire de cette période de 6 mois une période constructive qui va permettre de
mobiliser un certain nombre de moyens de la collectivité, parce que ça soit écrit, de clarifier la position du directeur général ou du directeur général adjoint dans cette période-là, en écrivant précisément ce qu'on peut lui demander, ce qu'il peut faire et avec quels moyens, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de préjudice supplémentaire à la carrière qui soit ensuite mis à son débit. C'est un peu une question qui nous était posée sur le fait que ces changements elles permettent un peu plus de négociation et un peu plus de marge de manœuvre. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui. En tout cas, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la disposition. Oui. Je crois que le CNDP a été à la plume un petit peu Oui, a été à l'origine de… Oui. La réponse est oui. Donc, ça sera ce que les collectivités et les autorités territoriales en feront. Mais en tout cas, le dispositif est là. Donc, ça, c'est vraiment quand même un point extrêmement positif. Et dernière partie, les conséquences donc, sur l'emploi fonctionnel, sur la structure emploi vacant, pas d'un tel emploi. Alors là, après, on est dans le déploiement, j'ai envie de dire, voilà, le déploiement du dispositif statutaire de manière assez classique. Donc, emploi vacant indisponible, affectation de plein droit, pas d'emploi disponible, ce qui est quand même assez souvent le cas. Donc, on va passer sur un choix qui est laissé à l'agent. Il faut y insister, hein, c'est un choix qui est donné à l'agent, soit, et vous le voyez, d'être maintenu en surnombre, puis pris en charge par le CNFPT et le CDG. Je ferai juste écho à ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure sur le durcissement de la situation des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, avec une dégressivité qui de 5% par an est passée à 10%. On fait sauter le seuil minimal des 50%. Donc on sent très vite que ça va faire mal. Le but, c'est, voilà, il faut vider les stocks. Excusez-moi, je le dis de manière très très directe, mais c'est en tout cas comme ça, de l'extérieur, que moi je lis cette disposition qui me semble assez violente. Voilà. Le congé spécial de l'article 99, donc avec des conditions assez précises à remplir, notamment de temps de service civil réalisé, mais aussi le temps qui reste avant de pouvoir prétendre au versement à taux plein d'une pension de retraite. Et puis la dernière hypothèse, le licenciement assorti d'une indemnité dont on a dit un mot tout à l'heure, mais qu'il faut bien avoir conscience que c'est la sortie, très clairement, pas simplement du poste, mais de la fonction publique. Et donc il faut être extrêmement attentif là-dessus. Un mot de Jean-François, et vraiment puis, très les dispositions de la loi du 6 août. Le reclassement sur un emploi vacant dans la collectivité est souvent une extrême mauvaise solution, perçue à tort comme étant une solution économique. C'est souvent la voie vers le placard, et là c'est destructeur et ça ne coûte pas moins cher. Alors Ce sont des réalités qu'il est important de rappeler. Alors pour juste terminer, mais on les a effectivement égrenés, donc c'est peut-être plus pour la cohérence du propos hein, qu'on va les résumer. Le renforcement du protocole agent collectivité, donc oui, ça c'est une vraie belle opportunité si on sait s'en saisir dans la pratique, ça c'est un point sur lequel on a insisté. Et puis sur l'encadrement des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, donc la dégressivité qui a été effectivement considérablement durcie, la rémunération n'est maintenue que la première année désormais. Rappelons-nous que la loi Louanchu de 2016 avait déjà réduit à 2 ans hein, le maintien de la rémunération. Donc là, on est passé à 1 an. La décote de 10% par an et la disparition du plancher de rémunération à 50%. Et le licenciement après. Et licenciement après. Hein, ça, c'est haute modification extrêmement lourde de conséquences. Et puis, la question du projet personnalisé. Donc ça, c'est l'article 78 de la loi du 6 août 2019. Obligation d'élaborer dans les 3 mois suivant la prise en charge un projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l'emploi. Action d'orientation, action de formation, action d'évaluation. Alors, ça existait un petit peu avant hein, sous cette forme-là. Simplement, aujourd'hui, il faut faire attention qu'on y attache des sanctions en cas de non-respect qui sont beaucoup plus dures pour les agents que ce qu'on avait auparavant. Là, très clairement, on peut aller jusqu'à considérer que l'agent se met en faute en ne respectant pas le projet personnalisé. Et par la conséquence, l'issue, c'est aussi le licenciement. Donc, on voit qu'il y a quand même une contrainte extrêmement forte qui a été portée par cette loi et posée par cette loi du 6 août 2019 sur les fonctionnaires momentanément privés d'emploi, peut-être pour faire en sorte qu'ils aillent sous d'autres cieux, ce que permet la loi, et je terminerai par là, puisque le reclassement, et ça c'est une nouveauté, peut se faire évidemment sur un emploi de grade équivalent à celui que détenait l'agent sur un emploi fonctionnel, mais aussi aujourd'hui dans n'importe quel autre versant de la fonction publique. Hein, donc on ouvre les barrières, alors entre nous, hein, on les ouvre légalement. La réalité, c'est que aller intégrer l'État ou l'hospitalière,
on sait que ça marche bien dans un autre sens que celui-ci. Donc voilà, gardons ça aussi, c'est la relativité un peu du dispositif. Mobilité, voilà, le manque de réciprocité. Absolument. Bien, pour info, par rapport à la question qui avait été posée, les droits de la défense semblent-ils correctement respectés, etc. Oui, 37%, non, 63%. Quelqu'un qui nous envoie un petit message en disant si j'ai bien compris, il faut tout faire pour éviter le contentieux. Je pense qu'il a tout compris. Oui. Et Comme puis, souvent d'ailleurs. Oui. et puis bon, ce qui est, je n'espère peut-être des avocats, mais les avocats, je sais, ont un esprit qui est bien au-delà de ça. Et puis malheureusement, nous allons devoir nous clore cette conférence qui aurait pu durer bien longtemps parce qu'il y avait plein d'autres questions. D'abord en vous remerciant tous les deux pour d'abord la complémentarité de vos propos et puis la générosité avec laquelle vous avez pris la parole. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone à des experts et d'obtenir une réponse immédiate. Je vous signale que la prochaine webconférence parrainée par la SMAC aura lieu le 12 novembre sur un thème assez large, qui est la gestion de crise dans les collectivités locales. Et puis je vous remercie de votre attention et remercie à nouveau nos intervenants. Merci.